Voilà, bonjour, bienvenue pour votre émission, Le Kiosque, que nous voyons ensemble là, le jeudi soir, qui sera diffusé le vendredi en télévision. Et voilà, je suis un petit peu perturbé, mais ça ira. Comment ça va, Fred? Eh bien, ça va, je vois qu'effectivement, que tu as quelques bégaiements, ça arrive au Rivière pour la Relou. Non, mais ça va aller. Hein? Je vois que tu as un très beau t-shirt, Oui, le Coq Sportif France. pour soutenir le maillot des sportifs français. Ça, c'est pour moi soutien toutes ces Antillais, notamment, qui a mené une de médailles à la France, notamment De Jesus, Mélanie dos Santos, et puis toutes ces moments la ligue gymnastique là, qui est portée, jeune Madame Tala, pour moi, dans les sommets, et fait que nous rayonner, nous, toutes les Antillais, tous les mondes des Outre-mer, que nous montrons nous là, contribution nous. Nous n'apportons pas nous, ni monde qui a dit nous pas apporter rien. Mais ça n'est pas vrai. Mais qui la preuve, les Jeux Olympiques qui montrent comment nous apportons nous mené en bagaille dans la grande République française. Et je espère que toute bagaille qui passe bien. Et puis que nous aussi, Martiniquais, regardez pour ça qui pas aller la télé, mais d'autres qui allaient, c'est un grand moment pour tout le monde. Bien. Merci beaucoup, Fred Lordino. Là, bonsoir, Michel Bonchy, le rédacteur en chef de Justice. Comment vas-tu, Michel? Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, bon, puisqu'il parle de l'apport des sportifs antillais, je dois pouvoir dire quand même que je regrette que M. Toli Tanguay n'ait pas accepté de prolonger la participation du karaté qui avait été présenté lors des derniers JO, au JO de Paris. Il s'y est opposé personnellement pour prendre à la place le badminton. Ah oui. Bon, alors, ceci dit, bon, c'est une grande manifestation à laquelle les Martiniquais, ce qu'on appelle, entre guillemets, les ultramarins, une expression que je n'aime pas beaucoup, mais enfin bon, les originaires des pays d'outre-mer apportent une contribution, notamment dans certaines disciplines, peut-être moins cette année que dans l'athlétisme, peut-être, mais dans le passé, ça a été quand même dans l'athlétisme, et puis dans beaucoup d'autres disciplines, l'escrime, taekwondo, qui est une discipline qui est cousine du karaté. Et puis le judo, justice d'ailleurs de cette semaine, sous la signature de notre collaborateur Jean-Philippe Merthe, faire un petit peu de publicité pour un jeune journaliste qui nous a rejoint, eh bien, donne un petit peu le portrait d'un de ceux sur lesquels nous devons compter, Ludwig Vaillant, Mélanie de Jesus de Santos, Althea Lorrain, Amandine Buchat, etc. Oui, toutes, hein. Peut-être que. Oui, pourquoi pas. Gilles Giron, bon, donc Coralie Lassource, voilà, donc c'est quelques-uns des Andy Timo, taekwondo, Althea Lorrain, waterpolo Thomas Vernou, football Enzo Mio homme, Wendy Wana chez les femmes, cycliste sur piste Melvin Landerno, il est remplaçant, boxe Davina Michel, breakdance, nous allons les chiffres. B-boy, la Gaëtte, on va pas crier. Mais là, il parlait peut-être des Antillais. Là, on va parler des Martiniquais. Des Martiniquais. Mais au-delà, il y a aussi d'une manière générale, ceux que j'ai nommés tout à l'heure, qu'on appelle les ultras. Oui. L'expression, bon, je dirais les originaires de ce qu'on appelle les départements d'outre-mer, je préfère dire les pays d'outre-mer. Ils ne sont pas des. Département, c'est un statut provisoire, alors que nous sommes des pays. Très bien, merci beaucoup. Alors, bonsoir Christian Yossulé, ça fait un moment qu'on ne s'est vu. En tout cas, merci de participer une fois de plus à cette émission Le Kiosque.
Ben oui, tu sais comment je réponds très favorablement à vos invitations. Maintenant, je n'ai pas le temps d'être là tout le temps, parce que Oui. je travaille à beaucoup d'autres choses pendant toute une période. Je suis venu toujours scandalisé par un certain nombre de choses que j'écoute ou que je vois. Ce qui m'a le plus scandalisé juste aujourd'hui et mis de mauvaise humeur en venant, c'est une déclaration de Netanyahou que j'ai entendue devant le Congrès américain, et qui est l'exemple pour ceux qui disent qu'il faut essayer l'extrême droite, de ce que c'est que l'extrême droite, quoi. C'est-à-dire qui massacre des dizaines de milliers d'enfants, de femmes, de jeunes enfermés dans un tout petit territoire, et qui ose devant le Congrès américain demander qu'on renouvelle rapidement l'aide américaine de plusieurs milliards, parce qu'il ne comprend pas pourquoi les États-Unis ne lui livrent plus de bombes de 1000 kilos, c'est-à-dire d'une tonne, mais encore la série de bombes de 200 kilos qui chacune peut tuer à peu près 35 personnes à chaque fois sur un périmètre de 200 mètres de circonférence. Ça ne lui suffit pas. Il voudrait les bombes qu'il n'a pas eu en assez grand nombre de 1000 kilos, c'est-à-dire d'une tonne, pour continuer à écraser Gaza et à tuer des dizaines de milliers de Palestiniens. C'est la folie pure, on se demande, mais où on va? Et les gens, et la grande presse continue, les journalistes, la majorité des journalistes occidentaux continuent à avoir le vocable de « c'est légitime », ils mènent la guerre parce qu'ils ont été attaqués en octobre et qu'il faut aller jusqu'au bout, etc. etc. C'est-à-dire qu'à faire le parallèle entre le peuple palestinien qui est écrasé et puis Netanyahou qui a une espèce de légitime défense, comme si il n'y avait pas tout ce qu'on sait. C'était pas les premiers à avoir fait des actions terroristes lorsqu'il fallait essayer d'imposer leur présence en Palestine, comme si c'est pas eux qui avaient d'abord donné l'exemple des attentats multiples et tout. Bon, voilà ce que c'est que l'extrême droite. Donc je suis tellement scandalisé par ces crimes qui sont devant nos yeux et que nous n'avons même plus massivement l'énergie pour résister partout dans le monde à ça, comme nous l'avons fait à l'époque de la guerre du Vietnam, que ça, à la fois, ça me scandalise et ça me chagrine au plus profond de moi-même. Merci Christian. On finit, on dit bonsoir à Karine et on revient sur ça. Oui, alors, si tu veux bien. Je vais réagir tout à l'heure. Tout à l'heure. Je vais approuver ce que dit, bien sûr. On va y retourner. Bonsoir Karine, merci d'être là avec nous ce soir. Bonsoir Mano, bonsoir à tous. Bonsoir chères Martiniquaises, chers Martiniquais. Comment ça va? Très bien, oui. très bien. J'ai repris le travail, donc tout va bien. Le travail, c'est la santé. Vous Absolument. avez remarqué qu'elle a un beau sourire en reprenant le travail. C'est très bien. En tout cas, merci d'être avec nous. Il faut aimer ce qu'on fait. Et merci de nous avoir invités parce que c'est quand même grâce à Zouk TV qu'on évoque certains sujets qui ne sont pas évoqués sur les autres télévisions classiques. Et ça permet d'avoir une conscientisation avec une autre perspective des sujets d'actualité. Et merci pour ça. Merci à toi. Tu voulais réagir donc sur ce que Christian disait? Ce que je voulais simplement dire à Christian, c'est que malgré tout, il y a quand même aux États-Unis une réaction beaucoup plus forte qu'en France, d'ailleurs, me semble-t-il, en particulier de la jeunesse intellectuelle, des campus, contre la guerre à Gaza. Et d'ailleurs, un des problèmes qu'a rencontré Biden, c'est que dans le camp démocrate, beaucoup de gens lui reprochaient son suivisme à l'égard de Netanyahou. Hein? Bon, par conséquent, et ça montre quand même qu'il y a encore aux États-Unis une gauche intellectuelle, démocrate, universaliste, comme on dit, contre excuse-moi, je l'appelle par son nom, le néo-fascisme. Pourquoi néo-fascisme? Parce qu'il ne se présente pas comme le fascisme hitlérien. Bon, il a l'habileté en France et ailleurs de se présenter sous d'autres jours, avec un autre vernis, un autre habillage, pour tromper les citoyens, et ce qui explique d'ailleurs pourquoi
des gens qui sont mécontents de leurs conditions sociales croient que ce courant va apporter une solution à leurs problèmes, ce qui est faux. Absolument. Mais de toute façon, quand on regarde le conflit israélo-palestinien, il y a beaucoup d'hypocrisie sous couvert de prise à partie pour un tel ou un tel. En fait, on privilégie ceux qui ont beaucoup d'argent. On soutient l'exploitation déjà programmée parce qu'on a montré à la télé des ventes sur plan d'appartements, de villas sur la bande de Gaza, alors qu'elle n'est pas encore libérée de Palestiniens, entre guillemets. Le business reprend quoi? Mais le business ne s'est jamais véritablement arrêté. Et cette colonisation-là, sous prétexte qu'il y a eu une attaque du Hamas, c'est vrai que cette attaque-là a eu lieu, elle est tout à fait condamnable, mais en termes de proportion, on n'y est pas dans la réaction. Et cette colonialité-là qui est mise en place avec des massacres, on ne peut pas admettre ça nulle part dans le monde. Et jusqu'à maintenant, ça n'a pas l'air de choquer les plus puissants de ce monde. Ouais, sur ça. Enfin, tout à l'heure, m'a pas dit tout le monde qui a écouté, qui a regardé Zouk TV, le kiosque, bel bonsoir, et les autres même ici. Donc. Non, mais tu t'inquiétais pour moi qu'il y avait quelques moments de... Pour entrer d'hiver, prends la règle, là, comme on dit, tu vas prendre des couleurs. Oui, ça va. Oui, mais nous, sauf dans la vie, tout le monde a un obstacle. Faut nous debout qu'on dit, c'est grand homme, c'est-à-dire que tout le temps, grand-papa, moi, défunt, il faut là où il a dit ça, il a dit, moi, jeunes gens, tout le temps debout, il faut liter. Celle-là où il était lité, c'est là où il est couché, dans les quatre planches là. Ouais. Donc, mais, vous savez, moi aussi, ça choquait moi, parce que... Mais, je dis, nature régime là, pour moi, ça, ils a dit ça, il vaut le sionisme messianique. C'est-à-dire que ces gars, ils prennent un dogme religieux et puis ils ont dit, c'est moi, nous supérieurs aux autres peuples du monde. Ce qui a créé en forme de suprémacisme. C'est un des bagages qui est plus dangereux au XXIe siècle. Et là, peut-être que, je dis, guerre mondiale, là, peut-être ils ont enclenché là. Nous, et puis l'élection américaine, non, si, ils ont arrivé au pays, mais quoi, ouais, tous ces pays qui limitent d'Israël, ils ont l'adjet ouvert et puis. Et là, Netanyahu manquait l'argent pour financer le dôme de fer, c'est-à-dire que ça a coûté, c'est un bail antimissile, depuis qu'ils ont attaqué toute bagaille ou qu'a fait sauter, mais les outils, on ça la télé, arrivé, fait un drone, et il tue un monde en Israël. C'est-à-dire que là, comment c'est une faille, ce qui fait, il est obligé de virer la grande Amérique pour si on a pisse l'argent, pour continuer la dire. Mais là, je pense qu'il y a un trait de battre faible. Et il y a un autre élément aussi, c'est que il est enrôlé les religieux. Parce que les extrémistes religieux disent qu'il n'y a pas qu'à faire la guerre. Et ça, moun qui a dit alors qu'il est les autres partis, qui a dit en Israël, mais ce n'est pas ici nous qui forment, qui nomment, qui pour aller mort, les autres religieux, les autres pour venir en la guerre aussi. Et ces messieurs disent non, et Netanyahou rentrait aussi en la guerre, et puis en partie ces religieux. Donc, il faut nous veiller ça de manière très attentive, mais Baïta là, moi tout à fait d'accord, ça, inadmissible. Mais il y a eu un moment où il y avait plus de 60% des Israéliens qui ne validaient pas la réaction de Netanyahou. Donc, je pense aussi que son peuple ne le soutient pas tant que ça. Mais comme il agit de façon magistrale, que c'est lui qui tient les rênes du pays, donc voilà. Alors, il a dit que dans les jours à venir, les semaines à venir, il va bien travailler avec Biden. Il a dit ça, là. Et Biden est hors course, là. Maintenant, il a jeté l'éponge. Donc, comment Biden peut continuer à fournir des armes, enfin, continuer avec... Jusqu'à novembre. Mais du fait... Janvier. Jusqu'en janvier. Jusqu'en janvier, mais les élections se feront en novembre. La passation de pouvoir en janvier. Jusqu'à là, il peut encore faire ce genre de choses. Okay. Oui. Alors, j'ai remarqué aussi aujourd'hui que l'escompte pour les Jeux Olympiques en France, là, pour les Israéliens, c'est énorme. Hein. On a vraiment l'impression qu'ils ont peur que les joueurs d'Israël soient attaqués, qu'on commette des attentats, des choses de ce genre. Donc, il y a
tellement de policiers autour d'eux, voitures, bus, motos, tout. Il y a deux systèmes de protection. Il y a un système de protection propre à Israël, c'est-à-dire que Israël, c'est un État dans l'État qui impose sa propre protection, et puis il y a la protection qui est de l'État français, que l'État doit à tous ses invités. Ouais. Bon, par conséquent, effectivement, c'est énorme. C'est énorme. Et on dit que le Mossad, c'est un des services secrets les plus efficaces au monde. Les plus efficaces. Donc je suppose qu'il y a des gens du Mossad peut-être en France pour protéger les Israéliens aussi. Le Mossad. Non, c'est pas peut-être, c'est une certitude. C'est pas peut-être, hein. Le Mossad est connu pour procéder à des exécutions extrajudiciaires. On appelle ça en langage diplomatique exécution extrajudiciaire. En fait, ça consiste à exécuter des leaders palestiniens qui vont chercher partout dans le monde, que l'État israélien a condamné et a pratiqué le meurtre. Bon, bien sûr. Ouais. Bon, par conséquent, c'est-à-dire que tu es un leader palestinien. Bon, on se demande d'ailleurs si Yasser Arafat n'a pas été empoisonné. Jusqu'à présent, on n'a pas éclairci les conditions de la mort du leader palestinien qui avait signé d'ailleurs les accords d'Oslo, les seuls accords de paix qui avaient été signés avec Israël. Hein, les accords d'Oslo. Alors, que retenir, oui. Non, je disais que depuis, Israël fait tout pour casser tout accord, toute possibilité d'accord, parce que, en fait, ce que les gars veulent, notamment la tendance dure de Netanyahou et tout, c'est vraiment appliquer la fameuse formule du fleuve de l'Euphrate à la Méditerranée, enfin à la mer. Parce qu'en fait, ils ne reconnaissent pas le droit aux Palestiniens d'être sur cette terre-là. Donc il faut bien comprendre ça. Donc tout ce qu'ils feront et tout, c'est pour... Non pas quand ils disent, vous allez au sud, ils bombardent le sud, vous allez au nord, ils bombardent le nord, vous allez à l'est, ils bombardent... Ce qu'ils veulent, c'est prendre possession au fur et à mesure de l'ensemble du territoire. Alors il y a quand même une lueur d'espoir, c'est que la semaine dernière, quand même, il y a un accord qui est intervenu après de nombreuses années de disputes à l'intérieur du camp palestinien, entre, disons, en gros, toutes les tendances. La tendance islamiste, la Hamas, et la tendance, je dirais, laïque, qui est le Fatah. Hein? Bon. Donc, par conséquent, et d'autres mouvements palestiniens, notamment, il y a même un parti communiste palestinien, d'ailleurs, qui ont signé un accord, en Iran, ils ont signé un accord pour... qu'aux prochaines élections pour l'autorité palestinienne, il n'y aura plus qu'un seul candidat de ces différents mouvements. Parce que ce qui fait aussi la force des Israéliens, ça a été la division du camp. Absolument. Qu'ils ont provoqué eux-mêmes. Parce que... Qu'ils ont provoqué eux-mêmes, qui les arrangeaient, parce que c'est eux qui ont financé au départ le Hamas. Ils ont financé le Hamas pour détruire l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne. Bon, bref. On a déjà débattu. Nous avons déjà débattu ici de ce sujet, mais je crois que c'est bon de revenir. Oui, de revenir dessus. Et puis d'entendre jusqu'où ils vont, parce qu'aujourd'hui, j'ai oublié de le dire, mais devant le Congrès américain, Netanyahou prononce le slogan de guerre de civilisation, quoi. Ouais. Soutenez-moi dans la guerre de civilisation que nous menons. Contre quoi? Contre les barbares? Contre les quoi? Pour parler de guerre, il faut parler d'adversaires qui sont sur un plan d'affrontement. Là, on parle d'innocents, de civils qui sont attaqués par un État. Absolument. Pour récupérer, pour coloniser. Ouais. Donc, mais il a dit qu'il ne va pas s'arrêter tant que Palestinien est debout dans la zone de Gaza. Ce qui prouve bien que c'est un tyran. Il y a eu quand même des otages qui ont été récupérés morts. Mais je me demande même si ce n'est pas sous les bombes israéliennes. C'est ce que dit le Hamas. Parce que c'est eux qui pilonnent la Palestine en ce moment. C'est pas... Enfin. Alors, que retenir de l'interview de notre cher président Emmanuel Macron? On commence par toi. Mais, Pouchiba, le président Macron a annoncé en trêve, c'est la trêve olympique. Et peut-être faut que je finisse bas, non, c'est sportif. Martinique, je vais insister parce que
C'est une fois par siècle un pays qui a accueilli les Jeux Olympiques. Et il faut nous, pour moi, vivre ça en manière fraternelle, le plus fraternelle possible. Ni la jet ou pas tout. Mais il faut nous essayer, ni une petite parenthèse quand même, pour bas jeunesse là en espoir. Donc, en escrime, il y a Alexandra Louis-Marie. En athlétisme, Laetitia Bapté, au 100 mètres, donc vous suivre ça. Gilles Biron, Marie-Julie Bonnet, Wilfried Apio, Ludwig Vaillant, il faut que nous suivions ça aussi. Baptiste Thierry, Amérique Priam. Au basket, ni Andrew Albici, Isaiah Cordinier, Mathias Lessort, Iliana Rupert. Et en boxe tout à l'heure, m'a dit Davina Michel, moi bas c'est non. Donc, alors, le président Macron dit la trêve politique, la trêve olympique. On nous prend un tiré, puis nous virer pour un combat parole là, et puis combat l'Assemblée. Bon, en septembre, après. Maintenant, la Constitution a moins en pouvoir, dit non, mon Premier ministre, c'est moi qui ai choisi la Constitution, pas qu'à dire moi combien de temps moi fait. Il va matcher, donc il dit moi dans le pouvoir moi. Et puis il a dit aussi c'est mon nom, notamment les Mélenchonistes. Moi, pareil démissionné. Quand moi démissionné, moi élu, puisque, et ça c'est un point de vue que moi a partagé, Mélenchon pas ni envie de diriger. Ça, il laisse rentrer dans un affrontement pour une union présidentielle anticipée. Il n'a pas ni l'intention de diriger et puis le nouveau Front populaire. Les attaques là qu'ils ont fait contre Hollande notamment, qui a bien montré qu'il n'y a pas ni l'intention d'y gérer. Donc, Macron a dit, les partis, c'est eux qui l'Assemblée, ni trois grands blocs, pièce pas ni nettement la majorité, il faut qu'arriver à faire une entente pour comment le pays a avancer. Ouais, en gros, c'est ça qu'il a dit. Ouais. Alors, pardon Michel, mais ça c'est belle parole. Hein. En parlant des Jeux, il y a quand même 83% des Français qui se désintéressent de cette histoire-là. Qui se désintéressent des Jeux. Des Jeux là. J'ai vu ça hier au soir. Pas seulement qui sont ouais, ça, non, mais parce que ça m'en lit, c'est que ni plutôt 1 milliard de monde qui regardé que là qui fait parler pendant 15 jours de la France matin, midi et soir. Ils ont vendu 3 millions de billets en quelques jours. Que jeux là, c'est que peut-être des jeux historiques dans la méthode d'organisation. D'ailleurs, c'est la première fois que manifestation qui est sortie d'un stade, ils ont modifié le règlement du CIO pour pas faire nécessairement dans le stade, il a fait sur la scène. L'organe des montants investissements qui fait pour rénover les infrastructures, et là, on a trouvé, hélas, que nous, Martiniquais, nous sommes prendre bien plus l'argent, mais ça, c'est point de vue moi, nous ne pouvons peut-être pas dire ça tout à l'heure, mais je estimé que c'est pour moi un grand moment pour le mouvement sportif français, et nous on dit d'ailleurs, et pour essayer de trouver petit brin, moi je dis tranquillité, sérénité, dans une planète qui est plutôt mouvementée. Bien, Michel. Oui, alors, pour revenir à l'essentiel quand même, c'est-à-dire les propos de Macron, qui disent, en gros, Macron essaie, alors que la veille même, le nouveau Front populaire a désigné une femme, d'ailleurs, ayant une grande Madame expérience. Lucie Casté. Voilà, et une orque, qui a 37 ans, qui est une féministe, et surtout qui est très engagée dans la défense, ce qui est intéressant, le service public. Or, s'il y a quelque chose qui est vecteur d'égalité sociale, c'est bien l'accès aux services publics, santé, éducation, etc. etc. Bon. Et que Macron a massacré depuis 2017. Bon. Et le nouveau Front populaire, on peut le regretter. On va réussir quand même à se mettre d'accord pour faire cette proposition. Alors lui, il dit qu'il faut faire une trêve olympique. Et qu'est-ce qu'il essaie de faire? Bon, mais est-ce qu'il a le droit de faire ça? Est-ce qu'il a le droit? Alors, il a le droit, mais il y a quand même des traditions. Il y a des traditions dans la Ve République. La tradition, c'est qu'une fois que les élections législatives ont eu lieu, que le président de la République met en place un nouveau gouvernement. Par conséquent, il n'a pas... la Constitution, c'est vrai, ne lui désigne pas un délai, mais la tradition veut qu'on mette en place un nouveau gouvernement
et de préférence avec le parti qui a obtenu le plus grand nombre de députés, ce qui est le cas du nouveau Front populaire. Par conséquent, il essaie d'effacer le fait que le nouveau Front populaire est arrivé en tête des élections législatives. Et d'ailleurs, ça s'est reflété la semaine dernière, nous l'avons dit, je l'ai donné le chiffre. Lors du premier tour de scrutin pour la désignation du président de la présidente de l'Assemblée nationale, on voit bien que c'est le nouveau Front populaire avec André Chassaigne qui est arrivé en tête. Bon, par conséquent, arrivé en tête. En tête, oui, au premier tour de scrutin. Ah, au premier tour, d'accord. Puisque c'est la dame finalement qui a gagné. Le premier tour de scrutin donne l'état du rapport de force au sein de l'Assemblée. Premier tour, ok, d'accord. Bon. Par contre, alors, je ne vais pas m'égarer sur le scrutin de l'Assemblée nationale. Ce qui est essentiel, c'est que, je veux dire, ce Macron veut se donner le temps de négocier avec les Républicains et peut-être même avec le RN. Pas peut-être. Un accord pour faire un gouvernement qui aura une majorité relative. Et il pense qu'après le 15 août, en septembre, il pourra mettre en place un nouveau gouvernement. Voilà le calcul. Alors, il y a la trêve olympique, mais en même temps, il y a les calculs politiciens, les manœuvres politiciennes. Bien. Oui, Christian, moi, je trouve que Macron se moque des gens, quoi. S'il voulait faire la trêve, pourquoi il a dissous ? Pourquoi il a dissous l'Assemblée nationale quelques semaines, on va dire, avant le début des Jeux olympiques ? Qu'est-ce qui l'obligeait à le faire ? Il connaissait cette situation de non-majorité absolue depuis les élections précédentes. Donc il n'y avait aucune raison. Il pouvait tout à fait attendre et voir ce qui se fait après pour prendre ses décisions s'il voulait absolument dissoudre l'Assemblée. Non, Macron, aujourd'hui, il ne veut pas reconnaître sa défaite parce qu'il ne peut pas reconnaître sa défaite. Parce que ça ne fait pas partie de son cerveau. Ça n'habite pas son idéologie. Son idéologie, c'est une idéologie néolibérale qui repose sur le fait que les experts sont ceux qui doivent conduire le peuple. Et que le peuple est ignare et qu'il faut fabriquer le consentement du peuple. C'est ça sa philosophie. Et mener le peuple là où le peuple doit être mené, parce que c'est lui qui détient la vérité, qui comprend comment il faut mener le peuple, l'État français, l'Europe, le monde. C'est lui qui mène l'Europe, la France et le monde dans sa tête. Mm-hmm. Donc il ne peut pas accepter, il ne peut pas perdre. Pour lui, il ne peut pas perdre. Donc il change carrément de posture. Il disait quelques jours avant, il me faut un nom, donne-moi un nom, parce qu'il y avait les divisions, les concertations normales, finalement. Je trouve qu'ils ont pris trop de temps, au risque de se discréditer devant la population. Je parle des partis composant le nouveau Front populaire. Bon, mais ce n'est pas de la responsabilité, ce n'est pas l'affaire de Macron. Ils se consultent. Dans d'autres pays, ça a pris des mois avant qu'ils arrivent à constituer un gouvernement. Bon, Macron dit, il me faut un nom. Donc ça veut dire, donnez-moi un nom, je vais désigner cette personne comme Premier ministre. Et quand il se rend compte de la manœuvre des gars qui ont tout perdu pratiquement avant lui, de droite, qui ont à nouveau perdu cette fois-là, mais lui aussi il a perdu, et qui lui disent, on peut te sauver, peut-être qu'on peut te sauver. Wauquiez et puis Xavier Bertrand et puis quelques autres là d'Horizon, etc. Il se dit mais finalement on peut recomposer quelque chose qui va peut-être nous donner une majorité si elle n'est pas absolue, elle sera suffisamment forte pour grappiller des droits et gérer l'Assemblée jusqu'à ce que mon Dieu je préserve mon poste de président de la République jusqu'à la fin. Eh bien, il va dedans. Et il change de vocable. Au lieu de dire il me faut un nom, il dit non. C'est pas la question. C'est ce qu'il répond aux journalistes. C'est pas la question. La question, c'est une question de majorité. Donc, si vous n'êtes pas capable, en gros, d'avoir une majorité, moi, je peux en avoir une. Et si j'en ai une après les Jeux Olympiques, vous verrez que je désignerai un Premier ministre, mais qui ne sera pas le vôtre. Et est-ce qu'il a le droit de faire ça ? Alors, il a... Légalement, je veux dire, d'après la Constitution. Alors, Michel a répondu. Michel a dit... La tradition, ça n'est pas ça. Oui. Tu as une république qui est fondée avec des élections sur le jeu des partis.
le parti fait qu'un parti ou des partis coalisés sortent majoritaires d'une élection, c'est eux qui doivent guider le pays avec une opposition légale, légalement, etc. Lui, il rompt avec ça, il rompt avec tout ce qui le dérange. Et donc il dit non, je cherche une majorité. Il a le droit de le faire. C'est ça. Il n'est pas empêché de le faire du point de vue de la Constitution. Voilà, c'est ça. Donc il est très fort pour ça. Mais politiquement, ça arrivera à la catastrophe. Oui. À mon avis. Parce que même si là, cette majorité, elle sera probablement de toute façon pas une majorité absolue, il y aura de la gauche comme de l'extrême droite probablement des motions de censure. Ce gouvernement tombera. Quand il faudra qu'il tombe, il tombera. Et s'il tombe 1, 2, 3 fois, qu'est-ce qu'il fera? Il ne pourra pas. Non, il est obligé d'attendre un an. Voilà, il est obligé d'attendre un an, refaire de nouvelles élections. Ouais. Donc il va gérer comme ça ou il va devoir démissionner. Et il devra démissionner, de mon point de vue. Ouais, il a dit qu'il ne va pas démissionner, que le poste est extrêmement intéressant, il ne va pas le faire, d'après moi. En fait, d'après ce que lui, il dit. Il ira jusqu'au bout de la guerre civile, il sera obligé de démissionner. Karine, quel est ton avis sur ça? Je suis parfaitement d'accord avec le fait qu'Emmanuel Macron, avec sa rhétorique légendaire, a réussi à s'extirper des grands pièges de cette interview. Mais la réalité, c'est qu'il a décidé de faire des élections législatives précipitées, qu'il savait parfaitement que ça tombait juste avant les Jeux Olympiques. Il savait pertinemment qu'il aurait eu à nommer un gouvernement, mais il s'attendait à ce que ce soit l'extrême droite qui aurait protégé les oligarques de France. Donc, jusque-là, ça rentrait dans ses cordes parce qu'il fallait protéger les plus puissants de France, notamment. Et patatras, c'est le nouveau Front populaire, donc de gauche, qui est majoritaire. Il faut absolument éviter de déconstruire ce qu'il s'est appliqué à mettre en place jusqu'à maintenant. C'est tout. Et en détruisant le service public, en mettant en place des privilèges pour les grandes entreprises multinationales, pour les oligarques de France, etc., etc. Il ne veut surtout pas perdre ça parce que ça reste encore un cercle qu'il maîtrise. Alors, ce qui se révèle au travers de cette interview pour moi, c'est d'abord son incapacité à vouloir composer un gouvernement avec NFP. Parce que, en la personne de Mme Castet, elle va clairement à l'opposé de ses orientations premières à Emmanuel Macron. Elle veut remettre le service public accessible et aplani pour tous. Elle veut remettre de la transparence dans la vie publique. Elle veut réinvestir miser sur le service public et sur une équité fiscale dans toute la France. Tout à fait. Et ça ne passe pas pour Emmanuel Macron. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il ne veut pas d'une première ministre de la sorte. On n'a pas suffisamment mis en valeur cette information-là, mais il y a des députés qui ont dénoncé le fait qu'une des difficultés qu'il y a eu pour mettre en place un Premier ministre, c'est que Emmanuel Macron veut bien voir pour mettre en Premier ministre, mais il veut choisir les ministres qu'il y aura autour. Bien entendu, c'est incompatible. À partir du moment où il y a un Premier ministre, c'est le Premier ministre qui choisit les membres de son gouvernement. Et là, Emmanuel Macron n'a pas son mot à dire. Et malheureusement, il ne prend pas du tout cette composante-là au sérieux. Il veut absolument placer lui-même un certain nombre de personnes pour articuler le gouvernement à sa guise et avoir un contrôle, une maîtrise des décisions qui sont prises en France. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, dans la communication d'Emmanuel Macron, ce que j'ai noté, c'est une valorisation quand même de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas la victoire du nouveau Front populaire. D'accord, ça c'est une évidence pour tout le monde, d'ailleurs il l'a écrit. Cependant, je suis particulièrement étonnée du fait qu'il ait presque tenu compte d'une victoire de l'extrême droite plus que d'une victoire de la gauche. De la gauche. Donc,
il dédiabolise lui-même l'extrême droite, il les met en valeur, il leur donne de la crédibilité et une vitrine dans sa communication qu'il n'avait pas avant. Et ça, pour moi, c'est particulièrement dangereux parce que ça va, de toute façon, l'extrême droite va dans son sens dans le protectionnisme et dans les privilèges des oligarques. Et ça va dans son sens, donc ça reste encore dans son univers, même si c'est beaucoup plus à droite que ce qu'il a assumé au départ. Et puis, quelque chose qui m'a choqué aussi, mais qui va dans le sens de ce que j'ai déjà dit, c'est qu'il a dit que la France était, grâce à lui, devenue plus attractive. Mais plus attractive pour qui? Parce que les Français qui ont des compétences partent de la France parce qu'ils sont mieux payés hors de la France qu'en France. Ils ont moins d'impôts et ils ont moins de charges. Donc, qui vient en France? La France est plus attractive pour qui? Pour les multinationales, pour les investisseurs au-delà de certains nombres de milliards, parce que la fiscalité leur est favorable. Et la dette de la nation repose sur qui? Sur la classe moyenne. Donc c'est une politique d'extrême droite qui est appliquée, et non une politique centriste ou de gauche comme il veut bien le faire croire en étant ni de gauche ni de droite. Bref, c'est de la communication. Cependant, il a rendu, dans les faits, dans les statistiques, il a rendu la France plus attractive pour les oligarques. Et là aussi, il faut avoir ce discernement-là. Et il s'auto-congratule d'un certain nombre de choses, notamment d'avoir effacé le chômage. En réalité, il n'a pas effacé le chômage, il l'a aggravé en supprimant des critères de prise en considération des chômeurs, en faisant en sorte que la tension sur le marché du travail soit telle que, et la politique aussi de France Travail maintenant, parce que je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est plus le Pôle emploi, et il a fait en sorte de transformer le monde du travail pour réduire la valeur des compétences, c'est-à-dire qu'à compétences égales, on est moins bien payé, et qu'avec les tensions qu'il y a sur le marché du travail actuellement, les gens sont presque dans l'obligation d'accepter un travail qui ne correspond pas ni forcément à leurs compétences, ni forcément à leurs valeurs. Alors le problème, c'est que je vois que le président du Sénat dit que s'il y a au gouvernement la LFI, le gouvernement va tomber. Donc finalement, est-ce qu'il y a une chance que ça s'arrange de manière à ce qu'un gouvernement puisse tenir au-delà? Parce qu'on se rappelle comment Macron a fait avec les Gilets jaunes. Il a fait le tour de la France, il a endormi tout le monde avec ses belles paroles et puis rien n'a été changé. Après ça, on voit aussi pour... Il a relâché quelques milliards. Il a lâché quelques milliards quand même. Il a gonflé la dette. Il a retiré l'augmentation. Ce qui a été le détonateur, l'augmentation du prix des carburants. Ouais. Bon. Oui, tout à fait. Puis la fameuse prime Macron aussi. Mais il continue. Oui, je disais ça, je parle des Gilets jaunes, je parle aussi de la durée pour 64 ans, pour la retraite maintenant. 64 ans pour ceux qui sont nés entre 61 et 65. Et je vois comment la France, tout le monde était dans la rue, jamais compris. Et une semaine avant le deuxième tour, une semaine avant, il a dit qu'il allait le faire. Il a réussi là encore à endormir les gens. Donc, est-ce qu'il va arriver à endormir les gens et puis trouver un Premier ministre? Alors, ça te fait rigoler, je sais. Oui, je rigole, je te le dis franchement, parce que... Attends, Michel allait parler. On a l'impression qu'on a affaire à un grand Satan. Alors, laisse Michel décrire le grand Satan, et là, la politique, c'est pas comme ça. Michel, heureusement. Vas-y, Michel. Il est certain que ce que notre chroniqueur a décrit, c'est une politique... je ne dirais pas l'extrême droite, mais d'ultralibéralisme. Bon, cela dit dans l'histoire, l'ultralibéralisme, je suis en train de lire, pour me rafraîchir les idées, un numéro spécial que je recommande d'ailleurs, de Alternative économique. Sur Marx. Que j'ai lu, entier, du début à la fin. Bon. Et nous allons en parler dans Justice la semaine prochaine. Ce numéro spécial, qui est très bien fait, avec la collaboration de différentes sommités,
en gros, défend l'idée que les idées de Marx sont toujours actuelles. Mais entre autres choses, il est rappelé que quand le capitalisme arrive, le capitalisme libéral, bon, et il passe à l'ultralibéralisme, et il peut rejoindre l'extrême droite. Autrement dit, bon, c'est la fameuse phrase, après 1936, de la droite française, plutôt Hitler que le Front populaire. Autrement dit, on préfère le fascisme que le Front populaire qui donnait les congés payés, les conventions collectives, les allocations familiales, etc., et puis les 40 heures, hein, la baisse de la durée du travail. Bon. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tu as raison de parler de la situation. L'Europe a bien averti la France quel est le pays, après la Grèce, le plus endetté de l'Europe. Autrement dit, c'est ça qui m'inquiète d'ailleurs. La réponse, c'est qui? C'est la France? La France. D'accord. Quel que soit le gouvernement, qui arrivera au pouvoir, il va, soit va dire que la dette, on s'en fout, il va se trouver confronté à la dette. Alors tu as évoqué l'équité fiscale. Ben oui, le problème c'est que la dette, l'endettement est né du fait qu'on a diminué les recettes et on a augmenté les dépenses. La logique économique du nouveau Front populaire, c'est une logique économique qu'on a connue dans les années 30. C'est la logique du bon vieux économiste qui s'appelait John Maynard Keynes. C'est inversé le problème. C'est qu'il faut relancer la demande, et pour relancer la demande, eh bien, il faut permettre la redistribution, ce qu'on appelle la redistribution, c'est-à-dire augmenter les impôts sur les multinationales de façon à reverser une partie sur les couches populaires. Ce que Macron appelle le ruissellement. Alors, le ruissellement, c'est autre chose. Non, le ruissellement de Macron... Je demande. Non, c'est pas tout à fait... Au contraire. C'est le contraire. Le ruissellement qu'appelle le ruissellement Macron... ne se fait pas dans le même sens pour pas du tout. C'est pas... Le ruissellement de Macron, c'est l'augmentation des profits des capitalistes. Pour qu'un pays puisse résoudre le problème de la pauvreté, il faut que des gens riches, parce qu'ils vont dépenser, les gens riches vont dépenser, ils vont faire monter les gens de conditions modestes. Okay. Bon, ça ne s'est pas produit en France. Bon. Il y a une étude qui vient de sortir la semaine dernière, le 11 juillet. Le 11 juillet, l'INSEE vient de sortir une étude sur la grande pauvreté en France, que nous publions dans Justice d'ailleurs. Bon. Qu'est-ce qu'elle dit? L'essentiel. Elle dit qu'il y a une partie importante des Français qui sont obligés de se priver. Et il y a une partie des gens qui, plusieurs fois par semaine, se privent de repas protéinés, qui ne peuvent pas acheter de la viande. C'est pas l'humanité, c'est pas le Parti communiste qui dit ça, c'est l'INSEE. Bon, alors... Bon, on va faire tourner un peu, Michel, parce qu'il faut... Voilà, bon, donc voilà. Donc, la réalité... Il ne faut pas tout y partir dans un bagaille. Anti-macroniste total qui fait qu'il peut arriver à arrêter, mais mon plus des camarades qui disent ça. Conclure. Oui, laisse-le conclure. Ce que je veux conclure, c'est que la situation à l'heure actuelle en France est une situation de crise à la fois politique, économique et sociale qui fait qu'on est dans une impasse. Et à mon avis, la seule manière de sortir de cette impasse, c'est de changer de république. Passer à la 6e. Ok, Michel. Changer de république. Il faut passer à la 6e république. Michel parlait très longtemps, mais il a répété souvent même bail, changer de république, changer de constitution. Mais il faut ni 3/5e, ni des règles de droit. Et pour le moment, personne ne peut pas arriver à un résultat. Donc, moi, je préfère, plutôt que d'y partir dans un grand débat sur les économistes, parler de bail très concret. Tout ce monde qui est en les plateaux a qu'à payer l'impôt.
Oui. Donc, nous allons payer l'impôt. Bon, parce qu'il y a un monde qui ne peut pas payer l'impôt, on va payer l'impôt sur le revenu. Ou périmonter en les plateformes là, on va aller en les impôts.gouv, espace personnel. Chaque monde a 10 ans de ça y payer comme impôt. Eh bien, on va constater que depuis qu'on Macron là, les gens qui ont payé moins son impôt. C'est un bagage qui est factuel. Personne ne peut pas démontrer le contraire de ça. Par alors rapport là, à je ne suis pas du tout d'accord. Est-ce qu'on va permettre comment finir parce qu'il parlait longtemps, Marguerite vous parlez aussi. Oui. Là, je suis factuel, je dis peut-être qu'on n'est pas d'accord, on n'y doit pas d'accord. Mais je dis que tous ces gens qui ont payé l'impôt Martinique, allez dans les plateformes là, comparez 10 ans et où que l'impôt sur le revenu diminue. Ensuite, Nyamba m'a dit, c'est que est-ce que ces gens-là, le nouveau Fonds populaire ou bien l'autre, les vieilles mettaient taxe d'habitation, ils supprimaient taxe d'habitation pour les citoyens. C'est les citoyens qui payent. Ensuite, la redevance audiovisuelle, ils tiraient. Donc, si le nouveau Fonds populaire, les vieilles mettaient, qu'il dit ça, le nouveau Fonds populaire qui a dit qu'il mettait 14 tranches sur l'impôt sur le revenu. L'impôt cherché en Internet. Et si on y voyait moins, voyez-moi moins pourcentage de l'impôt qu'on peut payer par tranche. Donc, à vieux de lit, ni monde qui a coûté, si ni un monde qui a coûté nous, qui ni aussi, voyez, il va téléa, qui dit nous, ban moins, taux d'imposition, on laisse 14 tranches là. Ça n'a pas matché, pièce côté. Donc, moi, bien le dit que rien pas marcher, mais ça m'a dit aussi, c'est que, en tant qu'entrepreneur, que si on n'a pas fait le quoi qu'il en coûte, en l'eau entreprise, si entreprise, c'est que mort. Si on n'a pas ni le chômage partiel, si on n'a pas ni le fonds de solidarité, et si on n'a pas ni le prêt garanti par l'État, qu'en l'eau entrepreneur Martinique a fait. Si on n'a pas fait, entreprise y aura, t'es que coulé. Et ces 3 mesures-là permettent de nous passer 2 ans difficiles pour le Covid. Ça me l'a dit aussi. On sait que ça n'a pas obligé de faire des plaisir, mais les petites retraites augmentées, et puis Macron. Là, il augmente encore de 50 € par mois. Et même pour les fonctionnaires, retraités ou pas retraités, c'est lui celle qui a augmenté le point d'indice, ni 10 ans, il n'a pas été augmenté. Donc, vous pouvez dire moins que vous n'êtes pas d'accord avec monsieur, parce que vous ne pouvez pas aimer madame, il est trop jeune, il est tout calme. Mais oui, mais regardez ça, oui, il est tout calme, raison psychologique. Mais ça m'a dit, ça m'a dit, pas dit ces autres, mais m'a dit que là, on prend situation individuelle, et m'a viré dit pour les petits retraités, maman elle a gardé bien petite pension qui a augmenté depuis qu'on Macron là. Ça semble être objectif. Donc, là, nous allons parler de l'attractivité de la France. La France, depuis 2 ans, c'est le pays le plus attractif d'Europe. Et malheureusement, ce n'est pas qu'à nous, Martinique. Parce que sous les créer activité et puis emploi, il faut un monde qui a investi. Si vous fait investir à courir, parti, ou pas qu'à ni moyen de créer emploi. Jusqu'à nouvel ordre, Marx ou pas Marx. Qui est privatisé, puis sans trop crise en France? C'est M. Lionel Jospin, Premier ministre socialiste. Donc, les gens qui ont dit moi en le bagage théorique, je vais écouter, et je vais finir en le bagage chlordécone. Non, par exemple, les gouvernements socialistes successifs, ils n'ont pas pris pièce mesure tangible pour chlordécone. Pièce. Et il y a un bagage qui révolte moi, c'est que les 2 ministres, M. Nallet qui m'a opéré à son âme, et M. Mermas, qui l'a toujours, qui dit comme ça, ministre socialiste de l'agriculture, qu'il n'y a pas jamais tant de parler du chlordécone, que c'est dans la presse seulement qu'il y a tant de parler de ça. Donc maintenant, on a payé contre Macron, mais on a constaté qu'il connaît la responsabilité de l'État, on a constaté qu'il mettait en fond là, et que l'argent n'a pas utilisé, hélas, par nous Martiniquais, que nous devons faire plus pour servir l'argent, et tout à l'heure, on a réservé en pomme pour la soif, puisqu'il a dit que les dotations aux collectivités, depuis que Macron l'a baissé, la Cour des comptes finit fait un rapport qui sortit mois là, comme Rasper nous a parlé tout à l'heure dit, qui a prouvé le contraire, les dotations aux collectivités martiniquaises qui a augmenté depuis 2018. Qui a augmenté ou j'ai augmenté? Il a augmenté, alors que le seul monde qui est devant nous là par habitant, c'est la Corse. Il sortit à deux derniers rapports là, tout à l'heure, qui était en l'autre palais. Ok, Christian.
Donc sur tout ce qui a été dit, il y a beaucoup de choses. Non, mais justement, je ne vais pas dire grand-chose. Ce que je vais dire, c'est que tu as raison, en fait, sur un point. Macron a allégé un certain nombre d'impôts. Bon, les retraites ont un petit peu augmenté et tout. Ça, c'est vrai. Bon, ce sont des données. Mais là, il ne faut jamais juger un pays et une économie avec une photographie. Il faut regarder la dynamique. Et puis, il faut tout regarder. Parce que réduire la taxe d'habitation, quand on sait que l'impôt sur le revenu, c'est que dalle à côté de la masse d'impôts payés par la population. Parce que l'essentiel, c'est tous les autres impôts. C'est la TVA notamment, qui est 2 fois supérieure aux impôts directs, comme les impôts sur le revenu, la taxe d'habitation. D'accord ? Donc, et qui est profondément inégal. Parce que tout le monde paye pareil. Les riches, les très riches, comme les moins riches. Le Fonds populaire qui est supprimé, excusez-moi, Christian, qui est supprimé la TVA ? Non, attends. Non, mais réponds aux questions quand même. Ce que je veux te dire, ils peuvent moduler la TVA. C'est dans le projet ? Ils peuvent moduler la TVA, y compris sur les produits de première nécessité. Le panier de la ménagère. Il y a des organisations de nouveaux populaires qui se battent pour ça. Ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Il a fait ça, soit. Mais il a beaucoup plus donné aux très riches. Merci. Beaucoup plus donné aux très riches. Toutes les études montrent que la richesse des grosses fortunes en France, notamment en France, mais aussi en Europe, a augmenté de plusieurs centaines de milliards depuis que Macron est là. C'est ça qu'il faut voir. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais une économie de gens qui... Alors, il y a ça. Et puis, il y a la productivité. C'est-à-dire que, relativement, la quantité de biens produits par le même temps de travail, avec la technicité, la technologie évolue, le Français, même s'il a obtenu une réduction de son impôt direct sur le revenu, il a produit beaucoup plus de richesses que ce qu'il créait avant, et les autres n'ont rien payé parce qu'ils ont eu des cadeaux. Donc c'est ça le problème. Le bilan de Macron, c'est l'accroissement des inégalités. Et nous, c'est explosif en Martinique. C'est la question qui est explosive en Martinique notamment. Parce que comment on fait dans un pays où il y a, je le répète, 32% d'enfants qui vivent dans des familles en dessous du seuil de pauvreté, où il y a 30% de la population qui vit dans la pauvreté, alors qu'en France, c'est à peine 14% qui ne sont pas, qui sont au RSA. Ici, c'est 27% ici. C'est explosif ça. Et comment il a réduit ça, Macron ? Il a réduit ça. Ça n'a pas augmenté. Hein. Les chiffres ne disent pas que ça a augmenté. Il trouve en situation. Moi, je ne personnalise pas. Ah oui, mais justement. Macron. C'est dit qu'on a personnalisé, justement, Christian. Parce qu'il trouve en situation en 2017. Non, laisse-le finir. Il est là depuis 7 ans. Tu dis, il a quand même aidé, il a réduit les impôts, etc. Bon. Il a fait croire pour réduire les inégalités et, comme dit Michel, pour accroître les revenus de la population de façon générale, toutes les tranches de la population, pour que la demande puisse accroître les investissements productifs pour que le pays se développe. Il a fait croire. Je regrette de dire ça. Mon problème, ce n'est pas Macron. Mon problème, c'est le gouvernement qui privilégie les intérêts de la grande bourgeoisie partout où elle est et qui écrase la population. C'est ça la question. Oui, c'est une idéologie, mais c'est une manière de voir la réalité du pays. C'est une manière de voir la réalité du pays. Bon. Donc, je pense qu'il faut voir le pays tel qu'il est. Ces réductions d'impôts n'ont en rien effacé les inégalités, je répète, mais au contraire, les inégalités se sont accrues pendant les 7 ans de présidence de Macron. On pourrait faire différemment. Et les pays occidentaux ont déjà fait différemment. Parce qu'après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, le taux d'imposition aux États-Unis était au-dessus de 87%. Tout à fait. Pour les grandes fortunes. Au-dessus de 85%. Elles ont atteint 87% avec Roosevelt à un moment donné. Et c'est ça qui a permis de reconstruire l'Europe et qui a permis de construire, au contraire, de dynamiser le développement économique des États-Unis. Donc, faut pas nous dire que ça n'est même pas naturel, c'est impossible, etc. Le poids de la propagande libérale et néolibérale est telle qu'elle est rentrée dans notre tête et nous fait croire que nous ne pouvons pas faire différemment. Mais nous pouvons faire différemment, avec un minimum de politique, notamment les social-démocrates. S'ils étaient un peu socialistes,
Mais ils ont été davantage social-démocrates que socialistes, trahisant même... Social-libéraux. Social-démocrates libéraux. Mais bien sûr. Ah bon, d'accord. Lorsque Jospin et Hollande, c'est des traites. Je ne crois pas ce terme-là de traite. Bon, c'est toi qui l'as utilisé. Hein? Non, tu l'as dit, j'ai dit oui. Tu as dit les sociodémocrates ont trahi. Ce sont des gens qui se définissent comme des sociodémocrates. Ils ont toujours fait ça. Lorsque Hollande a dit « Mon ennemi, c'est la finance », et qu'il a fait tout le contraire que de combattre la finance, il a au contraire aidé la finance aux dépens de la population, il a trahi ce que lui-même avait promis. Ok? Et Jospin a fait pareil, et ça a toujours été c'est ça qui dégoûte la population. Lorsqu'on vous fait croire à la population qu'elle peut s'appuyer sur des partis de gauche qui sont pour le social, une politique sociale, pour permettre que le sort de la population s'améliore, qu'elle puisse manger, qu'elle puisse boire, qu'elle puisse se loger, qu'elle puisse se transporter, qu'elle puisse avoir un minimum d'activité de loisirs comme tout le monde, et qu'elle ne l'a pas, et qu'au contraire, elle constate que l'on aide, que l'on donne toujours au même, au détriment de la population, qui reste toujours écrasée, dont les enfants n'ont pas la possibilité d'aller en vacances comme les autres, et tout, eh bien, ça produit le fascisme, ça produit le Front National qui monte. Parce qu'ils disent, eh bien, nous j'ai essayé la droite, nous j'ai essayé l'à peu près droite, nous j'ai essayé le centre, nous j'ai essayé la gauche, nous j'ai essayé les socialistes, nous pas qu'arriver, eh bien, nous avons essayé le Rassemblement National. Parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire, et qu'ils ne savent pas que le Rassemblement National, c'est le poison le plus dangereux qui soit, même s'il a une couleur rouge attrayante. Mais ce n'est pas toute fille rouge qui s'empoune d'Espagne. Karine. Monsieur Ossulé, c'est pas mal, j'aime bien l'image. Formidable. Il trouve des métaphores extraordinaires. Je vais juste relever par rapport à ce que monsieur Ossulé a dit. Il faut sortir de la vision avec des œillères politico-politiciennes, avec des personnes qui incarnent complètement la gauche ou qui incarnent complètement telle ou telle valeur. C'est pas comme ça que ça se passe en réalité, parce qu'il y a des processus qui ne sont pas dévoilés au grand public, qui rentrent en ligne de compte dans les décisions de un tel ou un tel. Donc il faut sortir de ce clivage gauche-droite ou bien telle idéologie pour un tel. Personne n'incarne à lui seul une seule idéologie, c'est pas possible. Je vais répondre à Fred Lordino. Vraiment. Alors pour commencer, il faudra m'expliquer si Emmanuel Macron est si sage et si bienveillant envers son peuple, pourquoi est-ce qu'il y a une multiplication d'agences de recrutement et que pour des professionnels français dont le savoir-faire français est connu, reconnu, recherché, pourquoi il y a une telle fuite des cerveaux en France? Pourquoi est-ce que les gens voient qu'en France, ils payent beaucoup d'impôts, beaucoup de charges, beaucoup de cotisations aux URSSAF, beaucoup de cotisations pour la retraite, et que leurs conditions de travail ne sont pas réunies correctement et qu'ils préfèrent partir ailleurs si le territoire français est si attractif que ça. Dans les statistiques, M. Fred Lordino, ce sont surtout les milliardaires qui viennent en France. Ce sont surtout les Qataris dont on entend parler, qui possèdent énormément de châteaux et de monuments historiques en France. Il suffit de regarder sur le portable, je vous fais confiance. Non, pas du tout. On va parler des impôts. J'écoute attentivement. Vous avez surtout parlé des impôts sur le revenu. Mais il y a aussi la taxe foncière dont vous avez parlé. Il y a aussi, qui a augmenté d'ailleurs dans beaucoup de communes, parce que il y a une réalité avec l'inflation notamment, qui fait que les dépenses des communes ont beaucoup augmenté et que les revenus ne se sont pas forcément alignés. D'accord? Il y a la redevance audiovisuelle. Parlons de la redevance audiovisuelle et de ce que l'on en fait. On a supprimé la redevance audiovisuelle, mais pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas arrêté de financer l'audiovisuel public. On n'a pas arrêté de donner des subventions. Donc ça veut dire qu'avec l'augmentation de certains impôts, on finance sans la redevance audiovisuelle les médias avec moins de transparence, et en favorisant, parce que vous savez bien que dans l'audiovisuel, enfin que dans les médias en général, que ce soit la presse écrite, que ce soit la radio, que ce soit à la télé, ce sont ceux qui payent qui commandent l'information. Donc,
quoi de mieux que de supprimer la redevance audiovisuelle pour orchestrer... Ce sont ceux qui payent qui commandent l'information. Qui commandent ou commentent? Qui commandent l'information, Okay. qui orientent l'information. On va parler des méthodes d'LVMH, de Bolloré. On va en parler tout à l'heure. Ah oui, mais oui, il y aurait tellement à dire dessus, avec la bienveillance légendaire de la part de Fred Lordino sur Emmanuel Macron, ce héros qui il ne manque plus qu'une cape, une cape bleu-blanc-rouge, sinon ce ne serait pas drôle. La TVA qui représente le double des revenus, mais la TVA qui est l'impôt le plus, parce que c'est un impôt, ça, on appelle ça TVA, mais en réalité c'est un impôt qui représente le double des revenus fiscaux de l'État français et qui est l'impôt le plus injuste parce que tout le monde paye la TVA alors que tout le monde n'a pas forcément les moyens. La TVA de 20% d'un SMIC, c'est pas 20% de 200 000 euros mensuels, par exemple. Quand on regarde, on a parlé des autres taxes, bon, il y a l'octroi de mer aussi, mais bon, bref, l'octroi de mer, on ne va pas rentrer dedans, sinon on sera là demain. Cependant, moi, ce que je vois en tant que chef d'entreprise, qui suis sur le terrain et je suis en concertation en permanence avec des acteurs économiques et sociaux en Martinique, ce que je vois, c'est qu'il y a une augmentation extraordinaire des cotisations d'URSSAF, qui ne sont pas forcément en rapport avec la qualité du service public, notamment de la qualité des soins, ni des indemnisations d'ailleurs, qui ont beaucoup diminué, de la prise en charge, on ne parle même pas du droit, comment on dit ça encore, quand il y a une période de carence quand on prend un congé maladie, on est passé de 3 jours à 8 jours et c'est passé crème, alors que c'est véritablement chaud. Exactement. Alors que c'est particulièrement choquant. Je crois qu'Emmanuel Macron a déconstruit et a abîmé toutes les institutions de France avec une belle mise en scène, avec beaucoup de garde-fous pour empêcher à la population de se manifester contre l'accroissement des inégalités et puis le fait d'assister à la destruction du pays, parce que quand on voit à quel point on investit dans les cadeaux fiscaux, on investit... on a oublié de parler de quelque chose. Emmanuel Macron, notre grand héros, il a fait quand même en sorte que certaines entreprises ne payent pas grand-chose comme impôt. Je parle de McDonald's, je parle des GAFA, je parle de Starbucks, je parle de Total, tous les cadeaux qu'on leur a faits. Je parle de Renault qui a des subventions records par cycle entre 2 ou 3 ans. Il faut parler de ces choses-là parce qu'actuellement, quand on achète une Renault, on achète au prix fort alors qu'il y a des subventions énormes pour l'entreprise Renault. Alors que Renault délocalise régulièrement les emplois. Donc, on subventionne, mais sans retour sur investissement, sans engagement derrière pour que Renault valorise les fonds publics qui sont investis dans l'entreprise pour le territoire. Non. Il n'y a pas ça. Et puis, dans la politique d'Emmanuel Macron... Garde un petit peu pour tout à l'heure. Oui, mais j'ai bien patienté pour pouvoir lui répondre. Donc, je tiens à terminer là-dessus. Je ne vais pas trop m'éterniser. Il y a quand même la perte de l'ISF, d'accord, qui n'est pas négligeable. Et puis, il y a eu 4000 postes supprimés dans le contrôle de la fraude fiscale. Donc, à qui fait-on des cadeaux réellement en France? Est-ce que c'est aux petits citoyens, à la classe moyenne, ou est-ce que ces cadeaux-là sont faits aux grandes entreprises multinationales et puis aux oligarques de France? Alors, tu as parlé justement de médias et on devait en parler comme tu as dit, Michel. L'AOCOM n'a pas renouvelé la fréquence de la C8. Alors, l'AOCOM, c'est le nouveau nom donné au CSA. Le CSA, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Maintenant, ça s'appelle l'AOCOM. Autorité de régulation. Voilà, c'est le gendarme. L'autorité de régulation de la communication, je crois. Communication, oui. Alors, on n'a pas renouvelé la fréquence de la C8. Alors, c'est quoi la C8? Canal 8, en fait, sur la TNT en France, là-bas. Cette chaîne-là n'est pas diffusée sur la TNT à la Martinique. Et puisqu'on parle de TNT, de ce genre de choses, je profite pour dire qu'ici à la Martinique, il y a seulement 10 chaînes sur la TNT. Et il y en a même une qui n'émet pas depuis 1 an, alors que
Elle a fait des pieds et des mains pour y mettre, mais enfin, bon, bref, il y en a une là qui ne met pas sur la TNT. En France, il y a 30 chaînes sur la TNT. La TNT, c'est la télévision numérique terrestre. C'est-à-dire, c'est la télévision que les gens peuvent avoir gratuitement chez eux, sans passer par Canal+, sans passer par SFR, sans passer par Orange. Les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est comme avant, on met le râteau au-dessus de la maison, et on a ici 10 chaînes, en France 30 chaînes. Des chaînes majeures comme TF1, ici on ne les a pas. M6, on ne les a pas. On a toute une série de France 2, France 3, France 4, France 5. Enfin bon, voilà, vous avez compris que question média à la Martinique, on n'est pas gâté. On n'est pas gâté. Et tout ça, parce que les gens qui prennent ce genre de décision, ils sont à 8000 km et ils ne savent pas vraiment ce dont on a besoin au pays. Ils savent. S'ils savent, mais aucun fait espérance, c'est pire. Il appartient aux représentants élus de valoriser nos spécificités. Voilà. Donc, on commence par toi. Oui, bon, alors je ne vais pas être long. Tu as l'autorité de régulation qui a remplacé le CSA, qui attribue la possibilité d'émettre, n'est-ce pas? Sur les chaînes hertziennes. Hein? Sur les chaînes hertziennes. Ouais. Alors, en gros, je vais pas entrer dans les détails techniques. Le problème, c'est le suivant. C'est qu'il y a un phénomène de concentration de la presse en France, de la presse écrite et de la presse audiovisuelle entre les mains d'un certain nombre de milliardaires, en particulier Bolloré. Bon. Bolloré... CNews, par exemple. Bon, CNews. Et Bolloré, en plus... qui a placé un certain nombre de ces hommes qui diffusent l'idéologie d'extrême droite. Quand on parle de télévision, mais Bolloré a aussi en même temps Europe 1. Tout à fait. Bon. Qu'il a racheté il n'y a pas longtemps. Et Bolloré aussi est plus ou moins en train d'acquérir le Figaro. Bon. Alors, le problème, c'est qu'il voulait faire acquérir par la 8, celle que tu as citée, la TNT. Bon, l'ARCOM lui a refusé. Bon. Alors, mais c'est surtout parce qu'il a un animateur qui défraie la chronique. Hein, alors, il y a le fameux Cyril Hanouna, voilà. Qui est un fasciste. Quoi. C'est un raciste et un fasciste qui est abominable. Et normalement, d'ailleurs, qui a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des propos racistes. Enfin, la chaîne a été condamnée. La chaîne aussi. Ouais. Et lui aussi. Lui aussi. Mais la chaîne a payé beaucoup déjà. Donc, il faut se féliciter de cette décision, mais il faut aller plus loin. Bon. Il est certain que là, notamment, pourquoi ils ont décidé ça? C'est que ces gens-là ont déjà été condamnés par l'ARCOM à des amendes, parce que l'ARCOM peut décider des amendes quand il y a des infractions à l'éthique, à la manière de parler, au racisme, etc. Et ces gens-là ne paient pas les amendes. Donc, ils ont refusé l'autorisation de diffuser sur la TNT parce qu'ils se sont rendus compte que sanctionner la 8 avec des amendes ne servait à rien. Mais je crois qu'il faut faire la même chose pour CNews. CNews a de nombreuses amendes qui ne paient pas. Il faudrait en arriver à leur supprimer cela aussi. Voilà. Donc, on se pose la question, pourquoi il y a cette progression de l'idéologie d'extrême droite? Eh bien, CNews, j'oublie que CNews qui a lancé Zemmour, par exemple. Bon, par conséquent, donc voilà ce que je peux dire sur cette affaire. Oui. Fred. Tout à l'heure, Karine était interpellé, parce que c'est pas des gars à la téléphone. Mais en fait, il y a un dernier numéro challenge là qui sorti, qui est en revue économique, et il bat, chaque année, il bat le classement des 500 fortunes françaises. Tout à fait. Et dernier qui sorti, il bat le classement. Et premier Martiniquais classé parmi les 500 fortunes de France. Sans Martiniquais, c'est un nègre de Sainte-Marie, M. Thierry Déo. Il est 228e, on peut le vérifier, place là. Et il y a un autre Martiniquais, en le classement 500, c'est M. Bernard Ayotte, et il est 431e. Donc, tout ça pour dire que
si le système libéral là, peut-être pour permettre qu'un certain nombre de, parce que il se trouve qu'on connaît Thierry Déo puis famille Elise, c'est en Martinique très méritant, qui bâtit en fortune en génération, pas voler par personne, c'est puis intelligence li, il investit, il fait l'école, il fait l'étude, il travaille. Et moi, je pense qu'un système qui permet de progresser, c'est un système finalement qui nie avantage lui aussi. C'est-à-dire que moi, je dis, les jeunes Martiniquais, regardez, si les autres ne peuvent pas faire ça, aussi, et je souhaite que l'entrepreneur qui investit en Martinique, et pourquoi pas, dans l'audiovisuel, il faut contacter si on a besoin un partenaire pour Zouk TV. Et pour dire que, bon, je préfère un système libéral qu'un système dictatorial. Je préfère la France à Haïti, je préfère la France à la Russie, je préfère la France au Venezuela ou bien à Cuba. Mais bon, c'est un choix, chaque Martiniquais peut faire. Donc, pour virer à un problème téléa, et M. Bolloré, c'est un monsieur qui n'a pas de l'argent. Il est parmi les. Je ne vais pas chercher le classement, mais il est au moins parmi peut-être les 15 premiers. Je peux dire ça tout à l'heure, je peux dire ça tout à l'heure. Donc, c'est un monsieur qui n'a pas de l'argent. Et il nie notamment Canal+. Et moi-même, bon, je regarde Canal+, peut-être qu'aux autres même aussi, mais chaque année, nous regardons, tous les mois, il y a un monnaie en l'aine, nous. Bon, alors, est-ce que nous regardons, nous pas regarder, c'est à nous dire. Donc, et il nie des chaînes, notamment CNews et puis C8, qui ont diffusé politique, les propagandes. Parce que c'est un beaucoup pour moi d'extrême droite. Mais c'est jugement moi, je ne vais pas dire tout le monde en pense comme moi. Et chaîne qui a perdu de l'argent. Parce qu'on va aller lire des articles là, ça. Là, en 2023, chaîne qui a perdu 48 millions d'euros. Qui chaîne? C8. C'est une goutte d'eau dans sa fortune. Il perd de l'argent. Mais chaîne c'est un support de propagande. Mais oui. Pour il a fait un monsieur que moi pas écouté, mais t'as écouté monsieur. Et Cyril Hanouna, là chaque émission télé, c'est près de 2,5 millions de monde, 2,5 millions monde qui a regardé. Et puis publicité derrière, il a engagé l'argent, mais il sanctionnait parce que il a insulté le monde, il a tenu des propos à la limite, on va dire racistes, xénophobes, et en tout cas homophobes. Et monsieur, il est sanctionné par plusieurs amendes. Et chaque léa. Et alors, c'est news, ni on a créé Jean-Marc Morandini. Oui, parce que vous savez que tout ça, c'est chaîne Europe numéro 1, toutes ces chaînes-là, c'est chaînes Michel Bolo. Il achetait aussi, achète, il faut que ça aussi. Il a édité le livre. Donc, c'est ça. En fait, c'est Bernard à Yacht Martinique, quoi. À peu près. Dans d'autres dimensions. Dans d'autres dimensions, oui. Dans d'autres dimensions. Donc, et là, comme prend une décision qui m'a trouvé, moi-même, je n'ai pensé à quel point, il dit qu'il a supprimé la fréquence là-bas. Et pour dire, comme c'est un qui bêtise, qu'on raconter, comme on l'a prometté d'IFE et la guerre civile en France, donc a supprimé la fréquence là, et nous avons deux autres télé de deux fréquences libres là. Et ça pour, vous savez, en madame que nous connaissons, c'est Christine Kelly qui a les CNews, qui a diffusé, et même parole là, mais c'est une Guadeloupéenne. La France, c'est un pays, voilà, il nie la liberté d'expression. Et moi, je pense que faut justement arriver qu'il y ait des autorités de régulation et puis des gens qui doutent pour arriver à comment ou empêcher ces gens-là qui plaignent l'argent que c'est eux qui décident de qui information moun qui ni douani, moun qui ni douani. Et je crois à Baïta là, faut qu'il y ait une autorité le plus possible indépendante qui arrive mener un travail pour si on a metté, c'est-à-dire si on a assuré la pluralité qu'on Zouk TV a fait, parce que je vais écouter des émissions Zouk TV, ni ne monde qui a dit des bagailles que moi pas partager, mais pas du tout. Hein, Karine, on les a fait Pinto par exemple, mais je vais écouter ces émissions parce que je vais estimer que le monde ni doit exprimer qu'il y dans un pays de liberté. Bien. Oui, Christian. Alors, moi, je vais essayer de revenir au basique. Je pense que la liberté d'expression et la liberté de la presse, c'est fondamental si on veut construire une véritable démocratie. Parce que je pense qu'il n'y a pas de démocratie là. Ça n'a jamais existé, ça n'existe pas. Démocratie parlementaire, démocratie libérale, démocratie occidentale, à la sauce ceci, tout ce qu'on veut. Mais enfin, pour moi, il n'y a jamais eu de démocratie, il n'y en a pas.
Parce que tant qu'il y a une démocratie, dire qu'il y a une démocratie, quand il y a des gens qui dorment sur... pas 2 personnes, hein, je veux dire, des centaines de milliers de personnes qui n'ont pas de couverture sociale, qui dorment dehors, d'enfants qui ne mangent pas à leur faim, qui n'ont pas d'instruction, etc., ou bien de pays qui sont en même temps exploités sous domination de la soi-disant démocratie, la démocratie n'existe pas, parce qu'on ne peut pas être blanc la nuit et puis noir la journée. Quoi. Bon. On ne peut pas être libre en opprimant les autres. C'est ça, on opprimant les autres. Donc il faut être sérieux, de façon cohérente. Donc ça, je reviens au basique. Pour moi, selon ma conception philosophique. Maintenant, si on veut construire une véritable démocratie et se battre pour aller vers, c'est fondamental la liberté. Parce qu'autrement, on tombe rapidement à ce qui se passe ailleurs, quoi. En Turquie, en Russie, en Biélorussie, partout, des pays, même moins, en Israël, etc., etc. Donc, il faut défendre ça pied à pied, y compris. C'est l'abbé Pierre qui disait, j'avais évoqué ça, qui disait, enfin, je dis ça de mémoire, la quintessence de l'amour, c'est de sauver la vie de celui qui ne rêve que de prendre la vôtre. Voyez ? Donc, là, qui ne rêve que de prendre la vôtre. Mm-hmm. Je sauve un terroriste s'il saute dans l'eau, s'il se noie, je le sauve. Alors qu'il est tué moins. Mm-hmm. Bon, donc ça c'est un question d'amour. Pas à niveau tard, on ne pas dit comment à niveau tard. Je dis simplement. Donc, pour prendre le parallèle avec le droit d'expression, même si ce que celui qui est en face nous raconte nous fait mal, je me battrai à mort pour qu'il puisse avoir le droit de le dire. C'est ça, en fait, la véritable démarche démocratique. Mais il faut des limites, quand même. Et là, il y a une césure entre toute la philosophie et tout le droit anglo-saxon, et puis nous, les anglo-saxons, depuis Locke, depuis Hobbes, tout ça, et puis nous, enfin, la philosophie non occidentale, non anglo-saxonne, qui dit non, mais il faut quand même que la société réglemente un peu ça, parce qu'on ne peut pas tout dire. La preuve, aux États-Unis, ils font des publicités injuriant les gens, disant n'importe quoi. Bon, vous vous rendez compte de ce que Trump dit ? Je pense qu'il faut que, une fois que la loi a débattu démocratiquement, ou que dans la Constitution, il y a des interdits, aujourd'hui, la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité, le fait de ne pas reconstruire l'histoire, parce que l'histoire a fondé qu'il y a eu la Shoah, qu'il y a eu ci, qu'il y a eu ça. Bon. La lutte contre le racisme, l'égalité. On ne parle pas de race, l'égalité des humains. Tout cela. L'égalité de genre et le droit pour les gens d'exister. On dit LGBT, mais ce n'est pas que LGBT, c'est LGBTQA. Il y en a plein. Et puis peu importe, QIA, ouais. Bon, mais depuis, il ne faut pas prendre les moyens. Chaque monde qui a fait ça, il est. Bon, et puis quand il a fait ça, il est. Bon. Eh bien, quand la loi a défini ça, ces droits fondamentaux, tu dois les respecter. Si tu ne les respectes pas, tu tombes sous le coup de la loi. Mais à part ça, tu as le droit de t'exprimer, être réactionnaire, super réactionnaire, machin et tout. Mais tu respectes ce qui permet de vivre ensemble dans la société. Or, c'est Munda, je reviens dessus et je termine. Yo pas qu'à respecter ça. Yo dit yo, vous avez le droit vous avez la liberté de la presse, mais vous respectez une égalité parce qu'il faut que tout le monde ait les mêmes chances Non, c'est rien qui est idée de réactionnaire, raciste, ou cas privilégié, alors que c'est interdit. C'est rien qui en courant la parole ou pas qu'à les autres la parole. Ils ont déjà averti, ils ont déjà dit ou pas faire ça, ils ont déjà sanctionné, ils ont déjà baou amende ou pas qu'à payer amende et tout. Mais sinon, je trouve que c'est une mauvaise chose que de supprimer une télévision. Parce que c'est régresser en termes démocratiques. Mais quand on ne peut pas faire différemment, parce que vous passez la barre de ce qui est toléré dans la société, c'est normal que l'on vous sanctionne. Bien. Oui, Karine. D'accord. Eh bien, moi, je salue la décision de l'ARCOM, qui a pris une décision sage par rapport aux idées qui sont très délétères pour la société. À partir du moment où on valorise la haine et la division, qu'on instrumentalise les conflits pour diviser le peuple et puis pour orienter l'opinion publique et politique, je pense que c'était la bonne décision à prendre et que c'est plus sage. Mais je précise aussi que là, comme un devoir de régulation qui n'est pas toujours observé équitablement sur tous les médias,
Et bien, écoutez, il fallait prendre cette décision-là. Mais Énergie 12 n'est pas complètement... On a parlé de C8, mais Énergie 12 n'est pas encore complètement tiré d'affaire. Il est particulièrement sous observation pour les mêmes critères, en tout cas. Très bien. Alors, les transports, on parlera donc au niveau du centre de la Martinique, encore à l'arrêt. La sécurité de tous, la galère des usagers. Et aussi, j'oublie le nouveau nom qu'on a donné aux vedettes qui vont... Blue Light. Blue Light, c'est ça? Light. Ben, ils sont à l'arrêt toujours. Donc, les gens, avec tous ces embouteillages-là, ils ont des difficultés donc, pour rejoindre le lieu de travail des fois. Et c'est pareil pour certains endroits à la Martinique. Le TCSP... Problème sur le TCSP parce qu'ils ont fait un droit de retrait, parce que la signalisation ne fonctionne pas correctement. Et c'est ce que les chauffeurs disent en tout cas. Ils ont peur d'avoir des accidents puisqu'il n'y a pas de feu de signalisation partout. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Est-ce que vous avez vu? On commence par toi? Ah, avec plaisir. Pour une fois, n'est-ce pas? Très bien. Alors, déjà pour les anciennes vedettes Madinina, oui. Il y aurait tellement à dire. Les employés à qui on doit apparemment beaucoup d'argent ont essayé d'accepter des protocoles d'accord qui n'ont pas toujours été respectés, où on n'a pas toujours voulu reconnaître leurs droits en tant qu'employés avec le Code du travail, les droits basiques, mais aussi ils ont pris cher parce qu'on leur devait, je crois, dans le conflit précédent, le salaire de février, de mars, plus de l'argent antérieur avec des primes et des choses qui n'étaient pas passées sur leur salaire. On leur a dit non, reprenez le travail, ce sera la rentrée scolaire, etc. Il faut absolument reprendre. On vous donne le salaire de février, de mars, et puis le reste, on verra après. Mais là, les vedettes Martinina, ils ont changé de propriétaire. Mais on leur doit toujours. Maintenant, c'est Martinique Transport. C'est-à-dire que, malheureusement, on ne parle pas vraiment de la souffrance de ces gens-là, du fait qu'on ne les ait pas payés pour des choses auxquelles ils ont droit, donc des choses qui sont actées, des choses qui sont dans leur contrat. On leur dit à chaque fois, non, mais vous savez quoi, vous mettez les gens en difficulté quand même. Hein. Donc, votre responsabilité par rapport au fait que les gens soient obligés de prendre des embouteillages, c'est la vôtre, c'est pas la nôtre en tant que patronat. Et ça, c'est hypocrite, parce que le grand public est persuadé que les employés des vedettes Madinina, Blue Line, de toute façon, c'est la même structure. On est persuadé que ce sont les employés qui encaissent la responsabilité du blocage, alors qu'en fait, ils réclament qu'on respecte leurs droits. Enfin, je ne suis pas leur syndicaliste, mais pour avoir assisté à certaines discussions, pour m'être entretenue moi-même avec M. Concon une fois, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un décalage entre la réalité du terrain des employés et puis sur ce qui est pratiqué. Et puis, on a l'impression que c'est une entreprise comme une autre, on peut traverser des difficultés, on n'a que ça comme subvention de la CTM, mais on a besoin de plus. Oui, mais en fait, quand on revend, à l'époque, on a parlé de 5 bateaux pour 90 000 €, on se dit, mais c'est un cadeau. Mais comment ça se passe exactement pour l'entreprise, pour la rentabilité? Mais à quel moment est-ce que vous respectez les contrats avec les employés? À quel moment est-ce que leurs droits sont privilégiés? On ne peut pas demander à quelqu'un de travailler à crédit comme ça éternellement. Il y a de l'argent qui ont leurs droits sur pas seulement 2024, 2023, voire plus. Donc, au bout d'un moment, il faut reconnaître ces torts, il faut reconnaître quand il y a des problèmes de gestion. Et il faut mettre les choses à plat. On a la compétence en Martinique du transport, de l'eau et de bien autre chose. Donc, en matière de transport, on n'est pas compétent. On n'arrive pas à organiser les choses, à aplanir les choses de façon à ce que ça fonctionne raisonnablement. On a plein d'embouteillages en Martinique. C'est un secret pour personne. C'est pas normal de perdre autant de temps sur la route. Si les transports en commun était plus efficace, ce serait plus fluide et plus agréable économiquement, ce serait mieux pour les transports des enfants, ça coûterait, il y aurait moins de dépenses en carburant, il y a plein de choses qui auraient pu être facilitées.
En contrepartie, on a un TCSP. À l'époque, les BHNS, c'était 1 300 000 € le bus pour des batteries qui supportent 7 ans le climat tropical et qui sont restées presque 3 ans bloquées, sans commencer à travailler, je veux dire. On a eu ça. Maintenant, on a des bus basiques qui circulent sur les voies des BHNS, ce qui est très bien, mais on aurait pu y penser avant. On aurait très bien pu avoir des tramways aussi. Donc, au bout d'un moment, il faut se mettre d'accord pour une efficacité et pour arrêter les guerres de personnes. Mais pour se dire, on a la possibilité de faire simple et efficace, faisons simple et efficace. Quand on récupère une compétence, qu'est-ce qu'on est capable d'en faire pour mettre les choses au service des Martiniquais? Et ça, malheureusement... Ok. Christian, on fait le tour. Oui, d'accord. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je vais essayer d'aller vite. Je pense que je vois de loin le conflit, hein, je comprends, il est répétitif, etc. Bon, à mon avis, d'après ce que j'ai compris, ils ne sont pas en grève, ils sont en droit de retrait. Ils sont en droit de retrait. Oui. Bon, s'ils sont en droit de retrait, c'est qu'il y a dans la réglementation, donc, de leur point de vue, un danger immédiat sur leur santé. D'accord, un danger vital, qui peut être vital. Soit c'est vrai, et donc l'employeur, parce que je n'ai pas entendu qu'il a été au tribunal pour référer, pour contester le droit de retrait. Donc pourquoi ne pas intervenir rapidement, faire avec les autorités, en tout cas la CTM et puis Martinique Transport, le nécessaire pour que les raisons de la mise en danger vitale des salariés soient... je ne crois pas que ce soit ce type de droit de retrait-là. Je crois que c'est parce que les conventions qui ont été prises au départ n'ont pas été respectées. Alors ça ne peut pas être un droit de retrait. Donc là, c'est ce que je dis, c'est pour ça que je dis ça. Si c'est un problème qui ne relève pas du droit de retrait, l'employeur devrait aller au tribunal pour faire reconnaître ce droit de retrait et rentrer dans une négociation différente ou l'imposer aux parties. Bon, je ne comprends pas d'autre part qu'il y ait justement ce genre de problème-là, d'impayés. D'où ça vient aussi? Parce que moi, j'ai connu dans le nettoyage, par exemple, quand j'étais syndicaliste, secrétaire général de la CNT dans les années jusqu'en 2001, comment des employeurs, pour être fossoyeurs de l'entreprise qui reprenait le marché, passaient des accords de dernière minute avant leur cessation d'activité parce qu'ils savaient que ça allait plomber l'entreprise qui venait derrière. Vous voyez? Donc, je ne connais pas le détail de la réalité. Mais je dis que dans un pays comme ça, ou comme dans tous les pays, le transport, les soins, l'énergie, l'eau, l'habitat, l'alimentation, ce sont des questions cruciales. Si vous avez un problème de transport qui ne fonctionne pas, d'énergie qui ne fonctionne pas, etc., vous ne pouvez pas développer le pays. Donc si la CTM dit qu'elle a la responsabilité du développement du pays, elle ne peut pas ne pas, à mon sens, avoir une compétence en matière d'arbitrage, de suivi des conflits bloquants pour essayer de dénouer les situations et aider à apporter les solutions qu'il y a à apporter pour que ça fonctionne. Comment peut-on avoir systématiquement un problème dans le transport maritime, dans le transport urbain, etc., transurbain, enfin périurbain et tout? Mais c'est un scandale. C'est un scandale qui révèle l'incompétence que nous avons pour gérer le pays à ce niveau-là. Et il faut vraiment prendre en compte. D'autant que tout le monde est d'accord en Martinique quand même. On sait que du Prêcheur, en passant par toute la côte Caraïbe, le Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, Trois-Îlets, jusqu'à Anstarlé, il pourrait y avoir un transport maritime compétent. Après, c'est plus compliqué parce que la mer est trop mouvementée, il faudrait des gros bateaux, ça ne serait pas rentable, ça prendrait trop de temps, etc. Mais toute cette côte-là, jusque-là, si nous avions, comme la camarade a dit, un transport maritime organisé, public, qui ne peut être que subventionné, il n'y a pas de transport au coût vivable, je veux dire, pour une population qui ne sera pas subventionnée, un transport public. Donc, et c'est un axe fondamental du développement. Donc, je ne veux pas développer, je dis simplement les pouvoirs publics. S'il n'y a pas qu'à faire, les élus parlementaires, les jeunes qui ont été élus là, mettez-vous autour de la table, faites une affaire publique de cette affaire-là. Demandez que toutes les parties, la CTM, vous, les élus parlementaires, les gestionnaires de ce transport, la préfecture, l'État, soient autour de la table et réglez ça une fois pour toutes. Et vous faites un plan de développement du transport qui sort la Martinique de ce bordel dans laquelle elle est, même si on prend 10 ans pour le faire. Mais il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. C'est un manque de volonté politique. Je termine sur un seul exemple.
pour dire comment nous sommes incompétents, à mon sens, et nous n'assumons pas de responsabilité. J'ai entendu l'actuel président de la CTM dire, l'année qui précédait les élections, si nous sommes au pouvoir, nous allons régler en partie et assez rapidement le problème des embouteillages. Parce que je n'ai jamais vu, et il avait raison de le dire, une autoroute qui est entrecoupée par des ronds-points. Parce que vous avez un rond-point à Ducos, vous avez un rond-point après plus loin à Ducos, à la Paix. Vous avez un autre à Petit-Bourg. Vous avez un autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire avec le flot de voitures? Vous avez si vous éliminez ces ronds-points en faisant des toboggans, etc., même si vous prenez 5 ans, 6 ans, 10 ans pour le faire, et puis vous ajoutez le transport maritime, vous n'aurez pas d'embouteillage. C'est pas une malédiction qu'il y a sur les Martiniquais quand même. Bon, pourquoi ça n'est pas fait? Pourquoi le chantier ne démarre pas? Pourquoi il n'est pas planifié? Pourquoi le chantier du TCSP a fonctionné, puis on nous coupait, puis nous disait, ouais, dans 20 ans, si nous avons un prolongement? Pourquoi ça a arrêté? Pourquoi il n'y a pas eu de programmation lissée dans le temps pour que la Martinique s'équipe? Puisque nous besoin, si nous voulons l'autonomie quand même, il faut que nous ayons un pays qui est équipé, et puis qui a fonctionné. Dans ce domaine-là, comme dans d'autres, dans tout ce que j'ai donné. J'arrête. Bien. Fred? Comment on va faire là, on va dire l'auto-Martinique? Peut-être nous tous qui là, parlé là, et nous nous déplacer, nous allons prendre la clé de l'autonomie et puis nous allons faire ça faire nous. Mais ce n'est pas le cas. Pour presque 180 000 Martiniquais, d'après ça, on comprend. Hein, c'est-à-dire que l'auto ne peut pas faire grand-chose. Donc, en expression Macron employé, il y a un point. Ou assigné à résidence. Ça veut dire qu'on est obligé de rester bon carré, on va y passer côté. Donc, est-ce que nous, Martiniquais, et je vais parler aussi, Christian a plus d'expérience qui moi dans le syndicalisme. Mais, je ne sais pas comment il y a un niveau déplorable de dialogue social quand même. Peut-être que je vais parler d'un vieux grand nombre, un patron de petite entreprise, qui dit, moi, mais qui est-ce qui pénalise le plus les paniers de transport? Ce n'est pas mon nom qui à l'aise, c'est toujours la même catégorie de gens, comme un là, qui bout là, et puis qui a dit, il ne peut pas arriver, qui a dit, mais bon, ce n'est pas possible, nous reporter, moi, je ne peux pas venir, est-ce que je trouver un moyen de locomotion pour venir en travail là? Donc, peut-être qu'il faut nous réfléchir ensemble aussi, pour nous voir comment nous pouvons améliorer le dialogue social là, ni association là, ni monde compétent Martinique, ni monde compétent Martinique. Alors d'après ça, m'entend dit pour ça fait feu qui pas qu'à marcher, tout bail la bloqué, pas ni moyen nous trouver en consensus pour voir comment parce que ça vrai il y a un danger. Laisser feu a pas fonctionner parce que bus la mesuré 24 mètres, les chauffeurs à devant, toute la chaîne bus là toujours, il y a dit dans carrefour là, sur quand piloto. Faut que feu a fonctionné, mais le moment là qui a passé en dedans aussi voie qui réserve à bus là, il a dérégler tout le système là puisque sans système électronique, il a déclenché feu là, les cas où véhicule là en approche. Même les moments là qui a fait vélo. On comprendre le dimanche bon matin, il a fait vélo en disant voie TCSP. Mais est-ce que c'est là pour nous vraiment faire vélo? Ça, on a fait vélo dans la route. Bon, mais nous, il y a un certain nombre de causes qui liées à propre attitude nous. Il y a une entreprise qui vient pour un transport maritime là, puisque il y a une nouvelle délégation de services publics. Est-ce que pas ni moyen nous décréter par exemple en trêve de 6 mois, oui j'ai dit ça, trêve olympique, trêve politique, trêve syndicale, on nous fait une trêve moment là qui t'a fonctionné pendant 6 mois et puis là nous avons dit bon nous avons fait un point d'étape, nous avons qui ça qui aller, qui ça qui pas aller, mais si nous avons commencé par bloquer toute bagaille, ça veut dire que d'où rien pas qu'à fonctionner en disant un pays là. Et ça m'a constaté, c'est qu'il faut pas dire que pas ni l'argent, c'est ça qui pire fort. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Le moment habituel là, pas là, mais c'est plutôt yo qui est taquiné. Moi, le président du conseil exécutif qui a envoyé des boîtes de parole par les agents pour y mettre formule créole. On laisse là, mais l'argent qui vient parti pas contenait. L'argent n'a pas servi. Les fonds européens n'ont pas servi. Vu l'occasion pour financer
en transport maritime et en transport. Puisque nous d'accord, il faut financer les fonds publics, mais on nous mettait comme nous. Au moins, d'accord, nous avons plané les rivalités, puisque tout le monde n'a pas fait. Donc, peut-être qu'à l'heure qu'il est, il faut nous vier mettre comme nous. Là, je dis nous, moi, je dis rien. Tout le monde en cause, on les manière d'agir nous. Là, il y a une problématique, qui solution qui n'y, dans combien de temps nous pouvons faire, et puis qui nous peut faire. Mais chaque l'air, nous allons entrer en disant des affrontements comme ça, je pense que le pays a pu avancer. Michel. Bon. Alors, je me contenterai de faire une seule observation. Il s'agit d'une délégation de service public. C'est-à-dire que, en fait, c'est un marché public. On a fait un appel d'offres. Bon. Première observation, il n'y a eu qu'une seule offre. CityUp. CityUp est dirigé par l'ancien dirigeant du transport de Fort-de-France. Par ailleurs, secrétaire général du PP. En congé de parti. En congé de parti. Bien. Il a pris une filiale qui s'appelle Blue, je sais pas quoi. Blue Lines. Bon. 70%, 30% de partage du capital. Et ils ont annoncé donc qu'ils allaient ils allaient améliorer le transport, notamment avec 3 marins, non pas 2, par bateau. Et le syndicat CGTM dit, mais attention, il y a un protocole d'accord qui avait été signé avant, concernant les retards de paiement, concernant les salaires, concernant les primes, concernant toute une série de... Et normalement, l'ancien président de la commission des finances, que je suis de la CTM, je me permets de dire que quand il y a un nouveau titulaire de marché, il reprend les dettes, les obligations de l'ancien. La première, c'est maintenant qu'on découvre le protocole d'accord qui avait été signé avant. Ah, mais tu vois, c'est ce que je dis. Alors, il y a quelque chose qui... Si c'est vrai... Si c'était pas dedans. Si c'est vrai, c'est ce que dit le syndicat. Si c'était pas dedans. C'est ce que dit le syndicat. Si c'est vrai, il y a une faute. Mais oui. Dans la procédure de passation de cette délégation de service public. Bon. Et les travailleurs ont raison de vouloir faire respecter les engagements qu'on a pris auprès d'eux. Alors, je ne connais pas leur situation, s'ils sont en retrait ou en grève. Bon. Donc, c'est vrai ce que dit Fred a raison, c'est qu'il y a un problème de dialogue social. Alors, il y a quand même un organisme. Ça ne s'appelle plus l'inspection du travail. Ça a changé le nom, mais la fonction existe. La DITS. La dette. D-E-2-E-T-S. Bon. Autrement dit, la dette doit dire oui ou non. Est-ce qu'il y a un danger immédiat qui justifie, parce que le texte dit qu'il faut qu'il y ait un danger immédiat qui justifie le retrait. Bon. Et puis, il faut négocier. Bien sûr. On a mis 3 semaines avant que les gens négocient. 3 semaines. Bon. Et pendant ce temps-là, eh bien, le 3 îlets, Fort-de-France, est en train de mourir commercialement. Bon. Autrement dit, ça s'appelle se tirer une balle dans le pied. 15 pilotes aussi, hein. Ils allaient jusqu'à 15 pilotes. Mais oui. Mais 15 pilotes étaient déjà arrêtés, je pense. Oui. Bon. Donc, moi, je sauf qu'avant, on se tirait une balle dans le pied pour échapper à la guerre. Alors, moi, je crois que effectivement, les propos qui ont été tenus ici sont des propos de bon sens. Bien sûr. De bon sens. Et je pense que nous devons trouver la voie de la négociation, de trouver un accord. Alors, s'il le faut,
c'est cette nouvelle délégation, je ne sais pas qui a dit ça, je crois que c'est Fred. Si on ne peut pas appliquer tout de suite, il faut quand même accepter un échelonnement dans le temps. Bon. Mais les retards de paiement des salaires ne peuvent pas être acceptés quand même. Bien. Ils ne peuvent pas être acceptés. Voilà. Alors, là, on a commencé, c'est vrai, en retard, mais là déjà, on nous fait signe depuis un moment qu'il faut arrêter. 2 mots sur la candidature de Biden et ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Non. Le retrait. Le retrait, oui. Le retrait de la candidature, pardon. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est Kamala Harris. Oui. Je pense que sur le plan humain, moi, ça m'a fait de la peine quand même quand j'ai vu, je vous donne mon sentiment, que toutes série de gens lui ont dit tu es trop vieux, etc. Retire-toi. Bon. Et il a dit je vais consulter sur le plan médical pour savoir si oui ou non je suis en capacité de faire la campagne et d'exercer le mandat Et finalement il a renoncé. Ok. Est-ce que c'est pas aussi l'attentat contre Trump qui a donné tellement de points à Trump? Alors à mon avis ça relance la campagne. Absolument. Ça relance la campagne. Kamala Harris a le soutien de tous les barons du camp démocrate, apparemment. Et il est certain que Trump n'a plus le même angle d'attaque. Il n'a plus le même angle d'attaque. Elle a deux handicaps, je termine là-dessus. C'est en forme. Est-ce que les Américains sont prêts, la société américaine, à accepter une femme présidente? 1. Ils ont bien accepté un président noir. 2. Est-ce qu'ils ont accepté en forme noire? Des bagailles. En forme et puis en négresse. OK? Merci, Michel. Bon, alors, je souhaite très franchement qu'elle réussisse parce que ce serait un malheur pour l'humanité, au-delà des États-Unis, parce que Trump, c'est un fasciste. Bien. Michel. Fred. Fred, ton avis sur ça? Oui, Trump n'a pas pour émisser parce que c'est un bouc qui essaie de faire un coup d'État. Là, il pète donc, mais c'est un bouc extrêmement dangereux. Mais il a créé Biden, s'il plie Joe, aussi dire que c'est le cadeau, et sans dormir, on était dans la réole, Joe dormir. Et Joe pas dormir parce que Joe montre quand même dans plusieurs domaines, notamment dans l'économie, qu'il vient faire l'économie américaine démarrer et que le chômage n'a pas jamais aussi bas qu'il y a présent aux États-Unis. 3,5%. Donc, les gars et Joe l'ont dormi, donc ce n'est pas exactement la réalité, mais il faut dénigrer tout le monde. Mais moi-même, je suis soulagé quand même, parce que le président Biden était bien fatigué. Nous ne pouvons pas entrer dans les détails. C'était évident qu'il pas été à l'âge 81 ans, fait 4 ans président encore. Ce qui fait que Mme Tala, ni en chance exceptionnelle, Kamala Harris, qui c'est. Moi, je lis un lot article de Mme Tala. Madame dangereuse, vraiment, au bon sens du terme, en procureur de l'État de Californie. C'est un sénateur, ancien sénateur. C'est madame qui est en langage cash. Il était déjà candidate et puis là, il doit en bagaille, il est allé jusqu'au bout. Et là, je vais attendre Machta, je vais regarder, je vais dire qu'on autres même aussi, les débats, parce que c'est qu'un procureur contre un délinquant. C'est-à-dire, et à un moment là, nous pouvons voir comment Trump répond parce que Mme Tala qui commence à plicher tout le dossier Trump. Et puis il dit, mais c'est ça, vous faites tel jour, tel côté, ou point machin, qu'il ne faut pas américain voter bas. Je espérer que justement, ça n'y a un premier sondage qui baille un point d'avance. Oui. Il y a l'autre qui a deux sondages, deux instituts. Principaux d'achat. Il y a un point d'avance, l'autre là, qui a un point de retard. Donc, il a été 3 mois en campagne. Nous, et moi, j'espère très fortement que Kamala Harris qui fait monsieur disparaître de la vie politique mondiale. Très bien, merci beaucoup. Alors, Christian? Cette affaire nous montre que le monde, maintenant, c'est un village, je crois, finalement. Parce que regardez comment nous sommes quand même
intéressé par ce qui se passe aux États-Unis et intéressé parce qu'on sait très bien que ce qui va se passer aux États-Unis aura un impact sur nous, bien sûr, comme sur le monde entier. Je dirais simplement, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, je ne vais pas en rajouter, je vais dire que finalement pour Biden, c'est un Covid providentiel finalement qui est arrivé. Parce que j'ai bien compris que vous n'aimez pas l'humiliation des gens, ce que vous avez dit. Ouais. Et c'était une humiliation que je dis aux gars, bon arrête, bon tu es trop vieux, tu as une maladie que tu ne dis pas, et puis il faut se retirer de là, quoi. Laisse la place. Là, il a eu son Covid, vrai ou pas, je n'en sais rien, je ne suis pas là pour aller voir. Le Covid permet de dire que quand même, un gars de cet âge-là est fatigué, et après il dit dans ce moment de maladie, écoutez, je laisse la place à des plus jeunes, c'est super. Et je termine en disant juste ça, plus jeune, ça veut dire que le Trump qui était insultant par rapport à lui, qui était plus vieux, il devient largement le plus vieux. Et que pour moi, tout individu face à Trump, à la limite, ça convient à l'humanité. Parce que Trump, c'est la pire des choses qui aurait pu se passer pour l'avenir. Le niveau des débats, on ne râle pas coach. Bien sûr. Alors, Karine? Alors, moi, je suis très satisfaite qu'il y ait une représentativité féminine. Je suis très optimiste là-dessus. Après, je sais pertinemment que Kamala Harris, c'est elle qui a vraiment pris le relais pendant le mandat de Joe Biden. Le plus souvent, c'était elle qui était au RAID, même si c'est lui qui s'affichait en représentation. Mais c'est vraiment elle qui a géré d'une main de maître le pays. Il faut savoir aussi qu'elle a la maîtrise des sujets. Quand on la voit parler, justement, comme Fred Lordino disait, elle connaît les dossiers, elle sait pertinemment défendre les sujets qu'elle a à défendre. Et autant Joe Biden, c'était le meilleur candidat pour Trump face à lui, mais autant la pire équation pour lui, c'était d'avoir Kamala Harris en face de lui. Alors là où j'aimerais rajouter une information pour probablement Michel et bien d'autres, c'est que c'est vrai que c'est une femme, c'est vrai qu'elle est noire. Cependant, dans les sondages précédents, la seule personne que l'on pensait capable de battre Donald Trump aux élections américaines, c'était Michelle Obama, une femme noire. Et avec Kamala Harris, parce que Michelle Obama ne veut pas en entendre parler, ça donne d'autres perspectives aux États-Unis. Ça va aussi beaucoup rabaisser l'âge moyen des présidents des États-Unis. C'est souhaitable. Hein? Et c'est ce dont la nation a besoin, à mon avis. Merci beaucoup. Il faut souhaiter que la société américaine soit suffisamment mûre pour accepter ça. Ouais. Oui, tout à fait. Et puis, pourquoi pas la société martiniquaise aussi? Je dépose ça là. Ah bon? Je pense. Merci à tous les quatre. Chaque société a son rythme d'évolution. Absolument, mais la société doit laisser une place à la jeunesse. Je vous remercie tous les quatre. Les jeux commencent demain. Demain. À quelle heure? Bon jeu. À quelle heure? Isaac Aoulé là, on va demain. Non, mais je parle la cérémonie, c'est à 20h. Donc à 14h pour nous. 14h. D'accord. Voilà, je sais oui. Bon jeu pour tout le monde. J'espère que ma télévision sera préparée. Mais nous ne allons pas en trêve, Mano, parce que pendant oui, c'est vrai. J'ai oublié de dire ça, mais on arrête là. C'était la dernière pour la saison et on reprend début septembre, si Dieu veut. Début septembre. Donc, alors je te dirais que pour la deuxième semaine de septembre, je ne serai pas là. D'accord. Comme d'habitude, je vais à la fête de l'humanité. Tu nous as bien raison. Et je vais inviter, je le dis tout de suite, nous allons inviter nos 4 députés au débat. On donne rendez-vous au stand de justice pour un débat sur le thème non rassemblement national. La priorité, c'est les problèmes, c'est les intérêts martiniquais. La priorité aujourd'hui dans le maelstrom de la crise politique française, je ne veux pas dire qu'on ne s'intéresse pas, mais d'abord les intérêts martiniquais. Très bien, merci beaucoup à tous les quatre. Je vous souhaite un bon week-end et de bonnes vacances. Et on se revoit donc début septembre si Dieu veut. Merci, bonne soirée à tous.